Une production des studios Bass. L'épisode de cette semaine est une présentation du garage Arleco. Arleco, servir au-delà de la réparation. Dernier épisode avant la 200e. 10 ans pour RVE, bientôt 18 ports de recharge à l'étape. BMW teste une i7 avec une batterie à électrode solide et Toyota renforce son offre en électrique. Des tests du Consumer Report démontrent que plusieurs véhicules ont une meilleure autonomie que ce que déclare l'EPA. Chronique innovée, les batteries à électrolyte solide. Par où commencer? Sébastien se questionne sur l'obligation de s'acheter un adaptateur pour borne rapide. Et en grande entrevue, on parle du projet de règlement de refonte du Code de la construction avec David Corbeil de RVE. La Régie du bâtiment du Québec a inséré des dispositifs qui vont exiger de prévoir l'infrastructure élémentaire dédiée à la recharge. Bienvenue à l'épisode 199 de Silence on roule. Bonjour tout le monde, mon nom est Martin Archambault et c'est avec passion et plaisir que j'anime Silence on roule, le balado dédié 100% au transport électrique. Silence on roule est également le fier partenaire de l'Association des voitures électriques du Québec. Déjà l'épisode 199, dans 2 semaines, c'est notre 200e épisode, saison 9. Vraiment, merci beaucoup à tout le monde qui nous encourage depuis les tout débuts. Et cet épisode, ce 200e épisode diffusé dans 2 semaines, sera capté samedi prochain, samedi le 14 juin à 13h30. Donc, si vous voulez participer, la captation aura lieu à la brasserie La Brouchoppe de Sainte-Julie. Il reste quelques billets 200.silenceonroule.com ou encore aller sur notre site web au silenceonroule.com. Il y a un petit bouton pour vous réserver vos billets gratuits. Ça vous prend les billets pour participer, mais c'est gratuit. Cette captation devant public à 13h30, donc samedi prochain, le 14 juin. Ne manquez pas ça. Ça va être un épisode mémorable avec des anecdotes, des statistiques, des histoires, on a des chroniqueurs, des surprises, des prix de présence. Enfin, je ne vous en dis pas trop. Ça sera à vous d'être là pour y assister. On a aujourd'hui un épisode 199 qui n'est pas en reste pour autant. Plein de belles informations aujourd'hui. On a Philippe Calvé qui nous fait un retour, un chroniqueur qui était avec nous là, pendant plusieurs années et qui avait tiré sa révérence, mais il nous revient sporadiquement avec des chroniques fort intéressantes. Et celle qui nous présente aujourd'hui est sur les batteries à électrolyte solide. Vous en avez sans doute entendu parler. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça s'en vient? C'est pour quand? Qu'est-ce que ça va permettre? Philippe Calvé nous parle de tout ça dans sa chronique innovée dans quelques instants. On a également une chronique de Sébastien Côté qui va nous parler des adaptateurs pour les bornes rapides. NACS à CCS, CCS à NACS. Est-ce que ça en prend un? On est à l'aube des vacances, on va se promener, il va y avoir des bornes de toutes sortes. Doit-on absolument se procurer ce type d'adaptateur? Donc, Sébastien nous en parle dans sa chronique « Par où commencer ?» une chronique pour les débutants dans quelques instants. En grande entrevue, on va avoir David Corbeil, qui est PDG de RVE, donc qui est une entreprise spécialisée là, en solutions de recharge pour le multilogement. Il y a des changements qui s'en viennent dans le code du bâtiment, dont certaines dispositions touchent l'électricité, plus particulièrement les obligations pour le multilogement à se prémunir là, déjà de filage, ou en tout cas d'accessoires pour être capable, s'assurer qu'on va être prêt pour installer des bornes de recharge au besoin. Donc là, fini de faire des immeubles récents, mais qui sont pas conçus, qui n'ont pas été pensés pour la recharge de véhicules. Il va tout nous donner les détails sur ce sujet-là fort d'actualité dans quelques instants. Sur un autre sujet, on a des belles réalisations au Québec, des beaux success stories. Et il y a un de ces success stories-là que je voulais qu'on parle parce que notre invité pour la grande entrevue de tout à l'heure, David Corbeil de RVE, et c'est pas le but de l'entrevue, mais je voulais quand même qu'on le souligne, vient tout juste de fêter ses 10 ans d'existence avec son entreprise. David, bonjour d'abord. Salut Martin, content de te revoir. 10 ans déjà. Il n'y en a pas beaucoup d'entreprises qui offrent dans ce domaine-là qui ont 10 ans et plus. C'est une belle réalisation. Parle-nous donc un peu juste de l'entreprise, qui vous êtes, ce que vous faites. Ça va mettre la table aussi pour tantôt.
Écoute, tu dis pas beaucoup, effectivement. Je regardais les statistiques récemment, puis il y a à peu près 3% des entreprises en tech qui passent le 10 ans. Donc, les statistiques sont définitivement contre nous. RVE, recharge véhicules électriques, depuis une décennie maintenant, on transforme l'industrie de la recharge à domicile en développant des solutions, des systèmes qui permettent de faciliter l'accueil à la recharge à domicile, donc surtout dans les condos, les multilogements, où souvent l'énergie est très, très limitée. Et l'éducation, le niveau de connaissance est plus limité. Donc, il faut vraiment accompagner les immeubles dans l'accueil de la recharge. C'est ce qu'on fait avec succès depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Écoute, rapidement, David, RVE aujourd'hui, donc 10 ans plus tard, puis RVE au début, il y a un monde là, qui s'est passé entre les deux. Parle-nous donc de l'entreprise hier et aujourd'hui, où vous êtes rendu comparativement, là, juste pour nous situer un peu de ce que c'est RVE. Écoute, RVE, c'est sûr que ça part d'une idée, même qui remonte à 2011, où on était dans le garage chez mes parents et on se questionnait à savoir ce serait quoi la meilleure façon de recharger les véhicules à domicile. Puis après plusieurs années de recherche et aussi d'analyse réglementaire, d'analyse du contexte de sécurité électrique, on se rendait compte qu'il y aurait un gap entre ce qu'on voulait accomplir avec la recharge à domicile et l'arrivée des voitures électriques, puis ce qui était possible. Donc, ça a vraiment été la genèse du projet d'RVE. Et 10 ans plus tard, on a maintenant plus de 45 000 électromobilistes qui se rechargent à tous les jours grâce aux solutions développées par l'entreprise. On est situé dans toutes les provinces canadiennes et dans plus de 30 États américains avec une équipe de 40 personnes à notre siège social de Laval. Wow! David, tu nous mets l'eau à la bouche. Tout d'abord, à mon nom, pour le nom des auditeurs de Silence on roule, félicitations pour ces 10 belles années. Un événement qui a eu lieu là, au moment où cet épisode-là est diffusé hier. Donc, une façon de célébrer avec les gens qui vous ont entouré au courant de ces 10 années-là. On vous en souhaite plus que 10 autres parce que je pense que c'est dur de se rendre à 10, tu l'as dit, mais une fois que c'est parti puis qu'on est un pionnier qui a taper la trail puis qui est bien aligné dedans, je pense qu'à partir de ce moment-là, non pas qu'il faut s'asseoir sur nos lauriers, mais je pense que vous avez une bonne aire d'aller qui, avec le talent que vous avez chez vous, là, va être maintenu. On se reparle tantôt, David, dans quelques instants, dans une grande entrevue où on va parler justement là, d'enjeux liés à cette recharge-là puis de petits changements réglementaires. Donc, on se revoit dans quelques instants. Excellent. Mais sans plus tarder, je vous propose d'aller tout de suite écouter les actualités dans le monde de l'électromobilité. Vous voulez des produits qui permettront d'augmenter la valeur de revente de votre véhicule? Chez Précision PPF Vitres teintées, nous sommes à votre service depuis 2015. Nos maîtres installateurs sont tous certifiés et ont plus de 17 ans d'expérience dans le domaine. Nous offrons un service de qualité inégalé quant à la protection par pierre, les soins nanocéramiques ainsi que les vitres teintées. Notre pellicule par pierre ultra résistante est invisible et conservera l'intégrité de votre véhicule tout en prévenant la rouille et en protégeant la peinture contre les débris de la route. Notre traitement nanocéramique possède un puissant effet hydrofuge et il préserve l'éclat et la brillance de votre peinture pour en faciliter l'entretien. Que ce soit pour votre voiture, votre résidence ou votre commerce, Précision PPF Vitres teintées est là pour vous offrir la multitude d'avantages qu'offre la teinte de vitre. Venez nous rencontrer au 1970 boulevard des Laurentides à Laval. Appelez-nous au 450-490-4488 ou encore venez visiter notre page Facebook Précision PPF Vitres teintées. Nous comblerons vos exigences tout en vous offrant la qualité que vous recherchez. Les actualités sont une présentation de Bourgeois Chevrolet, le spécialiste du véhicule électrique au Canada. Contactez-nous au bourgeoischevrolet.com ou au 450-834-2585. L'étape, la halte routière stratégique sur la route 175 entre Québec et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, se dote de plusieurs nouveaux ports de recharge rapide pour répondre à une demande croissante des conducteurs de véhicules électriques. Cette installation moderne, compatible avec les connecteurs CCS Combo et la nouvelle norme émergente NACS, qui a été créée par Tesla, marque une étape clé dans l'amélioration de l'infrastructure de recharge au Québec. Située à 100 km de Québec, l'étape est un point de passage crucial
spéciale pour les électromobilistes se dirigeant vers le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Déjà équipée de bornes rapides du circuit électrique, la halte bénéficie désormais de bornes de recharge rapide compatibles avec une large gamme de véhicules électriques grâce aux connecteurs CCS et NACS. Cette compatibilité élargie permet aux conducteurs de diverses marques comme Ford, GM, Tesla, Hyundai, Kia de se recharger rapidement. Il faut noter que les nouvelles bornes qui sont installées sont des bornes de 180 ou de 320 kW et c'est au total 10 nouveaux ports de recharge qui seront installés pour un total de 18 ports de recharge, donc 18 véhicules qui pourront se recharger simultanément à l'étape. Sujet de notre chroniqueur Philippe Calvé aujourd'hui, BMW teste une i7 dotée de véritables batteries à électrolyte solide. Ces batteries à électrolyte solide suscitent de grands espoirs dans le monde de l'automobile. Elles permettront une meilleure densité énergétique, une autonomie accrue et un temps de recharge plus court, ainsi qu'une sécurité renforcée. Si de nombreux constructeurs automobiles mènent actuellement des recherches sur cette technologie, pour BMW, les prototypes sont déjà fonctionnels et on les teste actuellement. C'est le cas de la i7 qui est actuellement en test et qui roule dans les environs de Munich. Il s'agit du tout premier modèle de la marque à être testé sur les voies publiques avec les véritables batteries 100% à électrolyte solide et non seulement des batteries semi-solides comme on voit parfois. Ce prototype représente une étape importante pour BMW qui réalise ici un test grandeur nature avec une nouvelle technologie, nous a annoncé le vice-président de la division. Et tout ça, c'est un prototype qui va être testé pendant quelques temps, quelques mois, voire quelques années. Et BMW prévoit pouvoir lancer ce type de batterie dans les prochaines années sur ses voitures haut de gamme. Toyota renforce son offre électrique avec la BZ 2026, une version améliorée de son VUS compact 100% électrique. Plus puissante, plus efficace et au design rafraîchi, elle s'apprête à séduire un plus large public alors qu'elle sera disponible dans toutes les provinces canadiennes, une première. On a su qu'il y aurait le modèle XLE à traction avec une batterie de 57,7 kWh, donc environ 378 km d'autonomie, ce qui est mieux que l'ancienne version All-Wheel Drive, et une version XLE et Limited à traction intégrale de 77 kWh jusqu'à 460 km pour la XLE et 430 pour la Limited, malgré des roues plus grandes. Autre nouveauté, toutes les BZ 2026 auront le port NACS, donc de style Tesla, compatible avec les bornes rapides et livré avec un adaptateur CCS. Le projet de Nemeska Lithium, évalué à 2 milliards de dollars, entre dans une nouvelle phase pour le lancement officiel de sa campagne de recrutement pour son usine qui est en construction à Bécancour. Situé dans le parc industriel de la ville, le chantier progresse rapidement. Nous avons atteint près de 70% de l'avancement global de la construction, indique Gabriel Tellier, chef des communications, lors d'une visite exclusive sur le site. Cette progression permet à l'entreprise de lancer une première vague d'embauche. Une centaine de postes devront être pourvus d'ici 1 an. Des tests rigoureux qui ont été effectués par le Consumer Report révèlent que des surprises sont présentes parmi les meilleures voitures électriques et parmi les pires élèves sur l'autonomie réelle des véhicules. Pour ceux qui veulent un véhicule électrique capable de parcourir de longues distances sans charger, tous les modèles ne se valent pas. Des tests menés par le magazine américain Consumer Reports montrent qu'en conditions réelles, certains véhicules électriques peuvent largement dépasser leur autonomie annoncée, même sur l'autoroute, tandis que d'autres peinent à tenir leurs promesses. La majorité des véhicules testés ont affiché une différence modeste avec leur estimation EPA, ne manquant que de quelques kilomètres. Une exception, par contre, le Ford F-150 Lightning. Ce camion électrique, bien que performant, a vu sa batterie tomber à plat après seulement 270 000, donc 453 km, soit 80 km de moins que l'autonomie annoncée. Certains modèles ont cependant très bien fait. On peut parler de la BMW iX qui a fait 595 km, donc ce qui est vraiment mieux que son autonomie qui était annoncée à 497. Encore mieux, la Mercedes-Benz EQS 580 qui a fait tout près de 611 km sur l'autoroute seulement. On dénote aussi des belles performances de la i4 ainsi que de la Ioniq 5 N qui a offert une trentaine de kilomètres de plus que ce qui était annoncé selon ses critères EPA.
Vous aimeriez avoir une conférence par des vrais professionnels des voitures électriques? Faites confiance aux conférences de Silence on Roule. Nous avons une panoplie de conférences allant de 30 minutes à 90 minutes. Pour plus d'informations et pour réserver votre conférence, écrivez à martin@silenceonroule.com. martin@silenceonroule.com. Chronique Innover avec Philippe Calvé. Dans le paysage en rapide évolution des véhicules électriques et de l'énergie renouvelable, vous avez peut-être entendu parler des batteries à électrolyte solide qui émergent comme une technologie révolutionnaire. Je voulais explorer avec vous aujourd'hui ces avantages exceptionnels et comment cela pourrait bien aider à changer spectaculairement le système énergétique du Québec dans les prochaines années. Mais qu'est-ce que c'est exactement une batterie à électrolyte solide? Dans une batterie lithium-ion, comme celle qu'on retrouve dans nos VE aujourd'hui, l'énergie circule grâce à un électrolyte liquide qui transporte les ions entre une anode, souvent en graphite, et une cathode, faite de composés comme le nickel ou le cobalt. Dans une batterie à électrolyte solide, le liquide est remplacé par un matériau solide, comme son nom le dit, souvent de la céramique ou un polymère, pour faire circuler les ions entre une anode, souvent en lithium métallique, et une cathode, comme dans les batteries classiques. Ce trio, anode, cathode et électrolyte solide, travaillent ensemble pour stocker et libérer l'énergie, mais sans risque de fuite ou d'incendie. Côté durée, les batteries lithium-ion standard dans les véhicules électriques actuels offrent une durée de vie respectable d'environ 2000 cycles de charge-décharge complète de la batterie avant de perdre jusqu'à 20% de leur capacité, ce qui équivaut souvent à 10 à 15 ans d'utilisation. En revanche, les batteries à électrolyte solide promettent une longévité bien supérieure avec des estimations atteignant jusqu'à 10 000 cycles, comme le suggèrent certaines recherches, puisque la dégradation chimique et mécanique serait fortement réduite. On parlerait donc de plus de 5 fois plus de cycles et une durée potentielle de 40 à 50 ans selon l'usage. Elles résistent aussi très bien à des écarts de température élevés, ce qui les rend particulièrement adaptées aux environnements extrêmes comme le Québec. Moins 30 l'hiver, plus 30 l'été, pas facile pour une batterie. Le résultat? Plus d'énergie dans moins d'espace, une recharge ultra rapide, une sécurité inégalée et une solidité qui défie le temps. Mais pour ce qui est de les voir arriver dans nos autos, Samsung SDI prévoit un lancement entre 2027 et 2028. BYD les mettrait dans ses modèles de luxe dès 2027 et plus largement d'ici 2028-2030. Mais des défis techniques et des coûts élevés retardent leur arrivée pour tous. Non, le futur nous réserve donc encore bien des surprises pour les batteries solides. Maintenant, faisons le lien entre la gestion intelligente de l'énergie et ces fameuses batteries solides. Pour la suite de la chronique, je mentionnerai les termes et concepts de recharge bidirectionnelle, le V2H et le V2G, qui font référence à Vehicle to Home, soit un transfert d'énergie du véhicule vers la maison, V2H, ou Vehicle to Grid, soit un transfert d'énergie du véhicule vers le réseau électrique, V2G. N'étant pas encore francisé, je les utilise directement. C'est plus clair comme ça, puis si vous voulez faire des recherches en ligne pour en savoir plus, ça va être plus facile. Bon, de retour aux batteries. Si on peut imaginer qu'un VE avec une batterie à électrolyte solide, grâce à ces fameux 10 000 cycles, pourrait tenir 50 ans sans broncher, même avec une utilisation quotidienne, bien plus que la carrosserie elle-même, ce serait une grande perte de laisser ces cycles-là inutilisés dans la batterie pendant sa vie utile comme moyen de transport. La longévité spectaculaire du solide ouvre donc la porte grand à l'énergie transactionnelle. Vous chargez votre voiture la nuit avec le réseau ou avec vos panneaux solaires à bas coût, puis vous réutilisez cette énergie ou la restituez au réseau pendant les heures de pointe où l'approvisionnement est plus critique. OK, mettons tout ça ensemble et voyons à quoi ça pourrait bien ressembler concrètement dans quelques années. Imaginez une journée d'hiver au Québec où une tempête de neige coupe le courant dans votre quartier. Vous avez une batterie à électrolyte solide dans votre VE, capable de stocker jusqu'à 100 kWh grâce à sa densité énergétique élevée.
Une batterie statique d'environ 25 kWh dans la maison et 15 kW de panneaux solaires installés sur votre toit. Votre voiture est branchée à une station de recharge bidirectionnelle telle que la Decibel Ara, une innovation québécoise, qui interconnecte véhicule, batterie statique et chargeur avec un seul onduleur multifonction. Même en hiver, vos panneaux ont chargé les batteries statiques de la maison les jours précédents et cette borne bidirectionnelle transfère maintenant cette énergie de la voiture pour alimenter votre maison, lumière, chauffage, frigo, pendant des heures, voire des jours. Vous traversez donc la panne tranquillement, sans dépendre d'une génératrice polluante. Voilà le V2H. Votre VE devient une réserve d'énergie domestique appuyée par le solaire. Passons à une journée d'été où la demande d'électricité grimpe avec les climatiseurs et les thermopompes de piscine. Hydro-Québec annonce des tarifs élevés pendant les heures de pointe. Votre véhicule et vos batteries ont été chargés par le réseau durant la nuit lorsque la température était plus fraîche. Le matin venu, le mode V2G, Vehicle to Grid, s'active et vous revendez cette énergie au réseau à un prix avantageux puisque cela empêche Hydro-Québec de devoir acheter de l'énergie hors du Québec, parfois à des prix exorbitants. Cette énergie stockée hors pointe devient donc une ressource précieuse à partager quand le réseau en a besoin, illustrant l'énergie transactionnelle. Acheter ou produire à bas coût, revendre lorsque nécessaire et aider à stabiliser le système électrique par la même occasion. C'est gagnant-gagnant. Et si une panne majeure frappait le quartier tout entier? Les maisons équipées de panneaux solaires, stockage statique, VE à batterie solide, pourraient collaborer avec les maisons voisines pour créer un micro-réseau local. Chargée avant la panne, elle pourrait fournir l'électricité excédentaire aux voisins, surtout si le soleil revient pour recharger les batteries. Donc un quartier tout entier resterait donc minimalement éclairé et fonctionnel, transformant une crise en une démonstration de résilience communautaire où le solaire, les batteries statiques et les voitures font toute la différence face à l'imprévu. Et pourquoi pas au bureau? Imaginez que vous arrivez au travail avec votre VE, sa batterie pratiquement pleine. En la branchant à une borne bidirectionnelle au stationnement et en ayant mis une limite minimale pour pouvoir retourner à la maison, vous partagez cette énergie pour alimenter le bureau pendant les heures de pointe, réduisant la pression sur le réseau quand tout le monde allume les ordinateurs et la climatisation en même temps. En rentrant à la maison, vous utilisez le reste de l'énergie pour couvrir le souper et la soirée, évitant les pics de consommation locaux. Et vous rechargez finalement la nuit à faible coût. L'énergie suit l'utilisateur, lissant les pointes de demande là où vous allez, que ce soit au travail ou à domicile, pour un système énergétique plus fluide et efficace. C'est vraiment excitant, hein, n'est-ce pas? Petite parenthèse, il est aussi intéressant de mentionner une possibilité pour les vieux véhicules électriques lithium-ion, la réutilisation des batteries. Bien que la carrosserie soit recyclée à cause de la rouille ou de l'usure, la batterie pourrait encore avoir une capacité restante d'environ 80% et être reconditionnée comme batterie statique pour une résidence ou un immeuble. Elles sont donc quand même pas en reste. Pour ma part, j'essaie de garder ma vieille Nissan Leaf 2013 sur la route le plus longtemps possible pour que je puisse mettre en action tous ces super concepts chez moi dès que la porte s'ouvrira avec Hydro-Québec. D'ailleurs, leur annonce récente d'ajouter 125 000 nouveaux clients au solaire avec des subventions dès 2026, ça pourrait arriver très bientôt. Bref, voilà ce qui nous attend dans les prochaines années. L'énergie propre produite et consommée le plus localement possible, une flexibilité et une résilience du réseau électrique inégalée, des transactions énergétiques gagnant-gagnant économiquement viables et durables, et ce, tout en maximisant la valeur des VE bien au-delà de leur simple fonction de transport. Et vous, comment verriez-vous ces batteries dans votre quotidien? Vous venez de faire le saut vers l'électrique et songez à vous procurer une borne de recharge à la maison ou au chalet? Depuis plus de 65 ans, Hydro-Solutions est une entreprise québécoise de confiance. Vous les connaissez pour les chauffe-eau, mais ils offrent également un service clé en main de location ou d'achat de bornes de recharge, incluant l'installation professionnelle. C'est définitivement l'avenue à privilégier afin de faire affaire avec une entreprise d'expérience qui s'occupera de tout. Demandez dès aujourd'hui une soumission en ligne gratuite et sans engagement au www.hydrosolutions.com. Choisissez parmi plusieurs marques reconnues comme Flow, Heavy Duty,
Grizzly et Wallbox. Une seule visite sur leur site web vous permettra de constater la diversité des modèles offerts ainsi que la simplicité avec laquelle vous pouvez entamer une démarche. Par la suite, en cas de problème, leur équipe d'experts est là pour vous. Hydro Solutions, leur mission, vous simplifier la vie. Dernièrement, le gouvernement du Québec a dévoilé un projet de règlement de refonte du Code de la construction du Québec avec des éléments qui touchent très directement la recharge et donc la vie de plusieurs et futurs électromobilistes. Et pour en parler, j'ai avec moi de RVE, et on l'a présenté tout à l'heure, le PDG David Corbeil. Bonjour David. Salut Martin, content d'être avec toi aujourd'hui. Moi aussi, je suis content que tu sois là parce que ça prenait quelqu'un qui est bien au fait de ce projet de refonte-là et de ses impacts, donc ce que ça peut et ce que ça va représenter. Et tu es là pour nous en parler un peu. Dis-moi, David, donc, un projet de changement, d'amélioration. Donc, il y a déjà quelque chose qui existe actuellement depuis quelques années qui, force est d'admettre, ne doit pas répondre aux attentes. Peux-tu nous expliquer un peu aujourd'hui, là, c'est quoi l'état de la situation? Oui, ben écoute, tu sais, comme on en discutait, moi, ça fait 10 ans que je m'implique dans tout ce qui touche la recharge en multilogement. Puis, si on regarde le contexte actuel, des fois, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, malheureusement. Au Québec seulement, on a un parc immobilier d'habitation de 1,5 million d'habitations déjà construites, donc qui ne sont pas adaptées à la recharge. Et à chaque année, on en ajoute environ 45 000 nouvelles. Donc, aujourd'hui, l'hémorragie n'est pas arrêtée du tout. On a encore des nouvelles constructions qui ne permettront peut-être pas d'avoir accès à la recharge. OK. Donc, si je comprends bien, David, puis c'est pour ça que la recharge en multilogement, c'est un peu crucial là-dedans parce qu'il y a beaucoup d'habitations, donc beaucoup de gens qui vivent là, qui pourraient et qui vont incessamment tous avoir besoin de recharger leur véhicule. Et le code actuel, donc, juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, là, les gens ne sont pas toujours au sein de ça, ils ne connaissent pas les subtilités. Il n'y a rien qui oblige quelqu'un qui construit, on va dire, un immeuble à condo qui va avoir 40 logements. Il n'y a rien qui oblige le promoteur de ce projet-là de prévoir l'électricité ou tout ce que ça prend du point de vue équipement et fil électrique, puis tout ça, là, le dimensionnement d'électricité du bâtiment. Il n'y a rien qui les oblige à tenir compte du fait qu'il va y avoir des véhicules qui vont arriver là-dedans bientôt. Et c'est exact. Donc, c'est une croyance populaire de penser que c'est réglé puis on est passé à autre chose, mais non, pas du tout. Encore aujourd'hui, les immeubles qui sont construits ne sont pas tenus d'être préparés pour les infrastructures de recharge dans tout ce qui est des immeubles de 4 unités et plus. Lorsqu'on regarde les maisons unifamiliales, depuis 2018, c'est réglementé. Donc, les constructeurs sont tenus de prévoir une alimentation, un tuyau ou un fil. Et ça, c'est quelque chose qui va continuer, qui va être reconduit. Mais l'enjeu du multilogement n'est définitivement pas réglé. OK. Donc, le projet de la réforme là, du règlement, donc c'est une nouvelle version qui est à l'étude et qui, on l'espère, sera adoptée bientôt, on pourra parler là, du timeline de tout ça, mais qui inclut maintenant le multilogement, c'est ce que je comprends. Là. Donc, ce qu'on nous présente, là, vers où on s'en va, est-ce qu'on a compris le problème et est-ce qu'on a mis en place des solutions pour régler ce problème-là? C'est exact. Donc, le 5 mars dernier, dans la présentation de son projet de règlement de refonte du code, la Régie du bâtiment du Québec a inséré des dispositifs qui vont exiger de prévoir l'infrastructure élémentaire dédiée à la recharge. À haut niveau, une dérivation distincte dédiée entre un panneau et un espace de stationnement qui prévoit une capacité là, de jusqu'à 40 ampères. OK. Donc, le projet fait en sorte que quelqu'un... Là, c'est un projet, fait qu'il faudrait qu'il soit adopté et mis en vigueur. Mais à partir du moment où il va être en vigueur, ça veut dire que quelqu'un qui a un projet de construire un 12, un 15, un 40 logements, peu importe, va être obligé légalement de prévoir ce qu'il faut pour que si on décide d'installer des bornes là-dedans, on ne se dise pas hey, on aurait dû y penser avant. C'est ce que je comprends. Ouais. Est-ce que le projet tient compte également de mesures à mettre en place pour ce qui est déjà existant? C'est-à-dire que si moi, j'ai fait construire un immeuble de 40 logements il y a 5 ans, puis je n'ai pas tenu compte de rien parce que, je voulais fermer les yeux parce que c'est sûr que ça coûte moins cher, ne pas en tenir compte.
sur le champ, mais est-ce qu'il y a des mesures qui font en sorte que ces condos-là, et les gens qui viennent de s'acheter un condo il y a 2, 3, 4 ans, vont pouvoir avoir quelque chose, mettre en place quelque chose qui va leur permettre d'avoir des véhicules? Oui, absolument. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que dans les immeubles existants, en ce moment, ce que la loi dit, c'est que pour faire adopter un projet d'infrastructure de recharge, on doit avoir 75% des votes de la quote-part en faveur du projet. Donc, nécessairement, c'est assez difficile d'aller obtenir un aval de ce côté-là. Donc, ce que le gouvernement, au niveau de la réglementation, prévoit, c'est la planification d'un rapport global pour s'assurer qu'il y a une vue holistique de c'est quoi électrifier, mettre à niveau un immeuble au niveau des infrastructures électriques pour que si 100% des cases de stationnement est électrifiées, bien, qu'il y ait un plan de match qui soit mis en place dès le début pour être capable d'électrifier les stationnements au fur et à mesure que les voitures vont arriver. Là, tu parles de construction existante. Donc, moi, je suis propriétaire d'un immeuble à condo. Ben, propriétaire, il y a des propriétaires des condos, là, mais il y a un projet, puis il y a 40 unités de condo là-dedans. C'est là depuis plusieurs années. Il y a une obligation de faire un plan de match pour être capable d'électrifier 100% des cases de stationnement. Oui, absolument. Oh wow! Fait que là, les condos, les immeubles qui ont eu des assemblées parce qu'il y a 2, 3 propriétaires qui voulaient avoir des autos, puis ça a été refusé, là, ils vont être forcés de faire un plan. Ils ne seront pas contents. Là. Ça va réagir un peu, non? Ce qui est intéressant, je trouve, au niveau de la dynamique du marché, c'est que, bon, on a une pénurie de logements. Le logement est de moins en moins abordable, mais l'accueil des infrastructures de recharge, c'est surtout et avant tout une question de protection de l'actif. Donc, il y a une perception du public, à savoir, quelqu'un qui est sur le marché en ce moment et qui veut s'acheter un condo va le garder en moyenne 3 à 5 ans. Donc, juste 3 à 5 ans? Ouais. Quand même, c'est surprenant. Oui, surtout dans la tranche des premiers acheteurs. OK. Donc, si je suis un acheteur sur le marché, je regarde pour un condo, j'ai 2 unités que je regarde, puis qu'il y en a une qui a une prévision pour la recharge ou un plan pour le permettre. Ben, c'est certain que ça va orienter la décision d'achat. Au-delà du prix, mais de l'accessibilité à la recharge, ça va avoir un impact significatif. Et là, ça ne sera même plus une option. Donc, on sait que, par exemple, si ce projet-là est adopté, quelqu'un qui s'achète un condo dans 1 an ou dans 2 ans, si c'est une construction qui date d'avant le règlement, à tout de moins, c'est sûr que légalement, l'Assemblée de condo doit avoir fait un plan, mais il n'y a aucune obligation de déployer ce plan-là. Donc, c'est pas un peu futile dans la mesure où, oui, il y a un plan, mais il n'y a rien qui oblige les propriétaires de mettre à exécution ce plan-là. Effectivement, il n'y a rien qui l'oblige. Toutefois, il y a des mesures incitatives pour encourager le déploiement. Donc, si on fait un petit pas de recul, en septembre 2023, le gouvernement du Québec annonçait la stratégie de la recharge du Québec avec une enveloppe de 108 millions de dollars pour aider à préparer les immeubles existants avec des infrastructures de recharge. Donc, l'objectif du gouvernement à l'horizon 2030, c'est d'électrifier 350 000 espaces de stationnement dans les immeubles existants. Et pour aider justement la transition, c'est de fournir un appui financier de plus de 100 millions de dollars. OK. Donc, on met en place l'ensemble des morceaux pour être capable d'arriver au résultat. David, donc, si je comprends bien, le projet de loi, s'il est accepté ou s'il est approuvé, va faire en sorte de donner des obligations pour ce qui est déjà existant, donc faire le plan dont tu as parlé, mais va également obliger pour tout ce qui est nouveau, là, la job, elle doit être faite. C'est pas juste un plan, c'est-à-dire que ça doit être inclus, pas nécessairement les bornes installées, mais en tout cas, je crois que qu'est-ce qui doit être fait? C'est les fils doivent être le dimensionnement de l'entrée électrique. C'est quoi? Les obligations, concrètement, qu'est-ce que ça va obliger sur une nouvelle construction? Donc, concrètement, ce que ça va exiger, c'est une dérivation distincte de 40 ampères pour chaque unité qui est pourvue d'un espace de stationnement. Donc, évidemment, une unité qui n'a pas de stationnement attitré n'aura pas aucune infrastructure à prévoir. Mais si l'unité a au moins une case de stationnement, il y a une dérivation distincte de 40 ampères qui doit être prévue. Ensuite, il y a la salle électrique, donc la capacité électrique, la source d'alimentation. Il y a Hydro-Québec. Donc, il y a aussi une nécessité de prévoir la capacité électrique. Donc, s'il n'y a pas de gestion d'énergie, c'est de prévoir une dérivation de 40 ampères pour chaque case de stationnement.
Ce qui est nécessairement pas ce que Hydro-Québec voudrait, parce que ça a un gros impact sur notre puissance. Donc, ce que le projet prévoit aussi, c'est l'accueil des systèmes de gestion d'énergie de véhicules électriques, des SGEVE, pour minimiser l'impact puis faire de la gestion d'énergie afin de recharger plusieurs véhicules en même temps sur une même source d'alimentation. OK. On revient dans quelques instants au SGEVE. Mon cher ami, je commence à voir un peu le portrait là, qui se dessine. Une petite question. On parle beaucoup de condos depuis tantôt. Mais il y a une forte proportion des gens qui sont à logement, qui louent, je ne sais pas moi, un duplex sur la rue des Érables à Montréal ou encore qui sont dans un immeuble à 6 ou à 8 logements dans n'importe quelle municipalité du Québec avec un stationnement extérieur à l'arrière, tout ça. Est-ce que les dispositions dont on parle depuis le début s'appliquent aussi à eux ou on parle uniquement de condos? Donc, bonne question. On parle d'immeubles d'habitation. Donc, que ce soit des appartements ou des condos, ce sont des synonymes. Donc, tout ce qui est en haut de 4 portes, donc un 6plex, 8plex, 12plex, en montant, la réglementation s'applique. OK, donc il n'y a pas de concept d'être propriétaire. Donc, tu peux louer. Donc, encore là, je veux juste être certain qu'on se comprend bien. Moi, si dans 5 ans, mais ce projet-là, il est approuvé, il est mis en vigueur. Dans 5 ans, je me loue un 4,5, peu importe où au Québec. Mon propriétaire, légalement, doit avoir fait déjà un plan pour électrifier les cases de stationnement qui viennent avec son 4 logements ou son 6 logements. Exactement ça. Donc, si je lui parle que j'aimerais ça m'installer une borne, il ne tombe pas des nues, il ne peut pas dire qu'il n'a jamais entendu parler de ça puis que ce n'est pas sa job normalement. Il n'y a pas d'obligation, j'imagine, de m'accommoder, mais il y a une obligation d'avoir minimalement fait le plan. Exactement. Donc, fournir une solution au problème. Et ensuite de ça, il peut y avoir une entente entre le locataire et le propriétaire, à voir, quelle est la meilleure façon de répartir les coûts du déploiement, peut-être augmenter le loyer un petit peu puis l'amortir sur plusieurs années, par exemple. Et dans certains cas, il y a des logements, puis c'est pour ça que je te posais la question, David. En condo, le problème ne se pose pas, mais en logement, parfois, on a ce qu'on appelle, on dit chauffer, éclairer, donc l'électricité est payée par le propriétaire. Là, lui, il perçoit probablement l'arrivée d'une borne de recharge comme pour le même prix, on va tirer forcément plus d'électricité. Là, on sait tous qui avons une voiture électrique que ça va vraiment coûter entre 300 et 400 $ sur l'année au complet. Là. Mais le propriétaire, lui, voit ça comme une source potentielle de faire exploser son compte d'électricité. Donc, c'est peut-être dans ces cas-là où il peut avoir une réticence qui est un peu plus grande, ne sachant pas trop comment il va être capable d'évaluer la hausse sur sa facture due au fait que le locataire au 4e puis au 11e ont chacun une voiture électrique. Là. Absolument. Donc, la transparence, l'équité au niveau de la facturation, c'est un élément qui est central aux enjeux ou aux perceptions d'enjeux des propriétaires. C'est pour ça que c'est important d'avoir des systèmes qui sont certifiés, par exemple, par Mesure Canada, pour permettre une refacturation transparente au kilowattheure, puis s'assurer qu'il y a une transparence autant au niveau du propriétaire que du locataire sur le coût de l'énergie. Je veux justement qu'on parle de ça. Donc, tu me parles de certification. Est-ce que le projet de loi tient compte des éléments suivants? Donc, certaines normes en lien avec la facturation, justement, pour s'assurer que c'est encadré et que chacun ne fait pas ça un peu comme il veut. Et aussi des normes en lien avec la sécurité, dans le sens où on ne peut pas installer n'importe quoi, n'importe comment. Donc, est-ce qu'il y a des normes qui sont incluses ou c'est juste des obligations de faire ou de déployer? Oui, donc le projet est très clair sur une norme spécifiquement qui est la norme CSA C343 en ce qui a trait à la gestion d'énergie des systèmes de recharge. C'est une norme qui prend beaucoup d'inspiration avec la norme des ascenseurs en ce qui a trait à où peuvent être prises les décisions critiques en ce qui a trait à un ascenseur. Quand il y a un surpoids, par exemple, il y a trop de monde dans l'ascenseur, mais il y a un contrôleur local à même l'ascenseur qui va s'assurer que l'ascenseur ne va pas décoller pour ne pas mettre à risque les gens. Donc, il y a beaucoup de parallèles avec cette norme-là pour s'assurer que localement, il y a des décisions qui s'assurent que le système est conforme avec les lois en vigueur. OK. Donc, c'est déjà pris. Donc puis c'est bon pour le propriétaire aussi, c'est-à-dire que lui, s'il décide d'embarquer puis d'installer des bornes,
il est assuré que les systèmes qui sont conformes pour le projet vont faire en sorte que les mesures d'énergie qui vont être prises, la façon dont tout ça va être pris en compte, il ne sera pas lésé au niveau de l'information. À tout le moins, il va avoir la bonne information pour être capable de facturer adéquatement. Et est-ce qu'il y a quelque chose qui encadre ou qui empêche un propriétaire un peu ratoureux d'exagérer? Je donne un exemple, un propriétaire qui dirait « Oui, tu as accès à une borne, mais je te charge 150$ de plus par mois si tu veux avoir un stationnement qui a une borne, comparativement à un stationnement qui n'a pas de borne. » Pas de loi qui empêcherait le propriétaire de le faire. Je pense qu'il perdrait son locataire. Ultimement, oui. Puis, la loi du marché s'autorégulerait. Mais non, il n'y a présentement pas d'encadrement de ce côté-là. OK, c'est bon. Je reviens maintenant parce que le temps file puis je veux qu'on ait le temps d'en parler. Tu as parlé tantôt que le projet encadre également la façon dont l'énergie et la puissance vont être fournies à ce multilogement-là. Et tu as parlé de système de gestion de l'énergie pour véhicules électriques. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi l'acronyme de système de gestion de l'énergie d'un véhicule électrique? C'est un SGEVE. Là, on entend de plus en plus ce terme-là. Peux-tu nous dire ce que c'est, à quoi ça sert? C'est quoi les différents types de SGEVE qui existent? Puis pourquoi c'est là? Puis en quoi ça a un rôle à jouer là-dedans? Oui, absolument. Donc, l'acronyme là, qui est SGEVE, par définition, là, c'est un moyen permettant de maîtriser l'alimentation des charges de recharge de véhicules électriques par le processus ayant trait au raccordement, au débranchement, à l'augmentation ou à la réduction d'énergie électrique des charges. Ça, c'est la définition théorique. C'est ça. Le petit Larousse RVE. Exactement. Si on le simplifie un petit peu, le rôle du SGEVE, c'est de surveiller, d'analyser et de contrôler les charges de manière à protéger autant l'infrastructure électrique de l'immeuble, l'infrastructure électrique d'Hydro-Québec et celle du logement. Typiquement, il y a deux ou trois sortes là, selon les différentes caractérisations, mais ce qu'on va regarder beaucoup, c'est la source d'alimentation. Donc, est-ce que l'énergie provient du compteur de l'unité? Donc, est-ce qu'on peut aller chercher l'énergie directement dans le panneau du logement? Ou est-ce que l'énergie provient d'un panneau commun où il y a un groupe de partage où on doit faire de la rotation au niveau des charges? OK. Donc, concrètement, là, j'ai un immeuble dans lequel, hypothétiquement, il y a 20 logements, mais on se rend compte que la capacité en électricité qui rentre dans cet édifice-là ne permettrait pas à 20 véhicules de se recharger simultanément. Ça permettrait au mieux à 10 véhicules de se charger. Donc, le SGEVE, lui, il fait quoi? Il va ne pas alimenter un véhicule pendant qu'un se recharge, puis quand le premier a terminé, va là envoyer l'énergie sur le deuxième ou va peut-être baisser la puissance des deux véhicules. Donc, les deux véhicules pourront charger en même temps, mais à une puissance moins grande pour s'assurer qu'on ne dépasse pas. De quelle façon ça fonctionne? C'est sûr, il y a plein de systèmes, il y a plein de façons de fonctionner. En bout de ligne, le rôle du SGEVE, c'est d'offrir la meilleure expérience possible en fonction des contraintes en place. La garantie du manufacturier qui fournit ce type de système, c'est une pleine batterie rechargée à chaque matin. Après, ce qui se passe entre le soir et le matin, c'est un petit peu une grosse boîte noire. Mais ce qui va être important, c'est d'avoir des points de mesure au niveau des différents transformateurs, des différentes sources d'alimentation. Et les systèmes, avec les algorithmes d'apprentissage, vont commencer à apprendre sur quels sont les profils de consommation d'un immeuble, puis être capable d'optimiser la recharge en fonction de cette réalité-là. Ça peut être pour réduire le coût de la facture d'électricité aussi, réduire les appels de puissance. Mais en bout de ligne, c'est d'offrir une recharge qui est équitable, qui est optimale pour que le matin, tout le monde ait une recharge pleine sans avoir trop impacté le réseau électrique. David, je me permets une question un peu plus poussée. Est-ce que ces systèmes-là peuvent également tenir compte de certains éléments qui sont plutôt liés au style de vie du propriétaire du véhicule? Je m'explique. Une dame retraitée à la maison, qui a une petite voiture électrique, qui sort du stationnement 2 fois par semaine pour aller faire des courses puis, je sais pas moi, son activité sociale la semaine. Contrairement à Pierre, qui lui a un F-150 Lightning qu'il utilise pour travailler à tous les jours. Est-ce que le système
peut être programmé pour tenir compte du fait que on donne une priorité à Pierre, puis on va charger le petit véhicule de Ginette. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pas juste une question de je suis le premier branché, puis tout ça, c'est une question d'utilisation. Voire même si Stéphane est premier répondant, ben lui, c'est plus prioritaire que les autres que son auto soit toujours chargée. Est-ce qu'on peut tenir compte de ces éléments-là? Absolument, c'est totalement réaliste. Puis l'avantage qu'on a dans un contexte de domicile, c'est que c'est toujours les mêmes usagers aux mêmes cases de stationnement. Donc, on peut en apprendre sur les patterns de recharge, les patterns de besoins énergétiques, et effectivement prioriser peut-être un véhicule qui a besoin de beaucoup d'énergie à tous les mardis parce qu'il y a une game de hockey à Sorel, je ne sais pas, versus un autre véhicule qui n'a pas besoin d'énergie parce qu'on se rend compte que la personne fait maximum 30 km par jour. Très, très, très intéressant. Écoute, j'ai envie qu'on se quitte sur une dernière question. À quoi pourrait ressembler un monde où la recharge multilogement, c'est la norme? C'est-à-dire que le problème qu'on veut régler avec ce projet-là, là, il est complètement réglé. Là. Il est là, tous les immeubles multilogements, on a de la recharge, on a de la gestion d'énergie. Qu'est-ce que ça donnerait comme différence par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui? Je pense que du moment qu'on arrête l'hémorragie dans les nouvelles constructions, déjà, ça va être de ne pas désavantager un propriétaire de véhicules électriques sur le marché de l'immobilier, à savoir, quand il regarde pour s'acheter un condo, par exemple, ou se trouver un appartement, est-ce qu'il faut qu'il considère l'option de la recharge ou c'est un acquis? Ouais, t'as pas besoin de faire attention. C'est un peu comme une voiture aujourd'hui, on se pose pas la question, je dois savoir des vitres électriques. Ils sont rendus tout électriques maintenant. Là, c'est un exemple banal, mais effectivement, aujourd'hui, quelqu'un qui s'achète ou qui loue un appartement, il se dit, il faut falloir que je fasse attention à ça. Mais probablement. Il est désavantagé. Littéralement désavantagé à faire des choix responsables au niveau de ses transports. Ouais. Fait que là, tu mets ça dans la balance. Hein, je m'achète une voiture électrique, je vais avoir des problèmes. Je vais pas avoir de troubles. Fait que des fois, les gens vont retarder. Dire, je vais attendre la prochaine dans 5 ans. C'est tout à fait cohérent avec les politiques actuelles du gouvernement de mettre en place un règlement pour le code de la construction qui va nous amener à atteindre nos objectifs plutôt que de... Et là, David, on va se quitter là-dessus. C'est un projet de loi, là. Est-ce que ça va devenir effectif et en vigueur? Est-ce qu'on est bon pour émettre des idées, mais un peu moins bon pour les faire appliquer? C'est quoi le degré de certitude que ça, là, en tout cas en totalité ou en partie, ça va être mis en fonction? Puis sur une échelle de temps qui ressemble à quoi? Le projet de loi était prévu pour 2024. Donc, on est déjà en retard un peu. On peut dire qu'on est en retard. Je pense que la Régie du bâtiment a fait un très bon travail à analyser l'impact des changements. Et aussi d'être conscient que le coût de l'inaction, c'est 3 fois plus que le coût de l'action. Et c'est quoi ces coûts-là, David? Donc, le coût de déployer une infrastructure de recharge dans une nouvelle construction, il y a une évaluation sur 5 ans sur l'ensemble des unités d'habitation qui serait de 600 millions de dollars. Au Québec. Hein? Au Québec. Ben, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en rétrofit par après, c'est 3 fois plus que ça coûte de déployer les mêmes infrastructures. Donc, 1,8 milliard. Hein, c'est toujours plus cher de faire un rétrofit que de penser à notre affaire avant puis de le faire comme il faut. Exactement. Et des dizaines de meetings de condos, de la complexité technique, sociale, administrative, financière. Donc, tu es confiant que ça va être mis en place? Certain que ça va être mis en place d'ici la fin de l'année. Ah oui, si on se reparle à la fin de l'année, c'est fait? Absolument, parce que j'ai confiance en nos politiciens. T'es un homme de très positif. J'aime ça, mon cher ami. Ben écoute, David Corbeil, qui est le PDG de RVE, je te remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Martin. C'est vrai que ça brise moins, mais il y a quand même un minimum d'entretien à faire sur nos voitures électriques. Quand est venu le temps de faire l'entretien de mon véhicule, j'ai choisi de faire confiance à l'équipe d'Arleco plutôt que le concessionnaire. Ça fait maintenant 3 générations que cette entreprise familiale chouchoute nos voitures et ils ont été parmi les premiers à s'engager activement dans l'électrification des transports,
tout en adoptant des procédures et des produits sains pour l'environnement. Avec ses techniciens spécialement formés à l'entretien et réparation des voitures hybrides et électriques, Arleco nous offre aujourd'hui la même qualité de service sur nos VE qu'elle a toujours livré depuis bientôt 40 ans. De plus, chez Arleco, j'obtiens 10 % de rabais sur la main-d'œuvre et les traitements anti-rouille avec ma carte membre hors de l'AVEC. Arleco Génération 3, 8470 boulevard Parkway à Anjou. 514-352-1446 ou arleco.ca. Arleco, servir au-delà de la réparation. La chronique « Par où commencer ?» est une gracieuseté de l'Association des véhicules électriques du Québec. Devenir membre est un incontournable pour tout futur ou nouvel électromobiliste. www.aveq.ca. Par où commencer? Avec Sébastien Côté. Sébastien Côté, bienvenue à Silence on roule. Merci Martin. Sébastien, il commence à faire beau, il commence à faire chaud, les petits oiseaux gazouillent. Oui, oh que oui. Oh oui, hein, on a hâte, on a hâte. T'as-tu parti ta piscine? Oui. On va souhaiter que la saison soit bonne. Je te le souhaite, moi aussi. Mais pour que la saison soit bonne, oui, il faut que nos piscines soient parties, que l'eau soit claire, mais il faut aussi que lors de nos déplacements, nos longs déplacements, on n'ait pas trop d'embûches qui viennent troubler nos déplacements et nos scénarios de recharge. Et justement, j'aimerais qu'on parle aujourd'hui, et j'aimerais qu'on en parle parce que tu m'as proposé le sujet, je vais être honnête, ça vient pas de moi, ça vient de toi, qu'on parle des adaptateurs CCS, NACS ou NACS, CCS, donc dans un bar comme dans l'autre. Donc, les adaptateurs qui permettent de se brancher sur les deux standards, je dirais, qui sont pas mal les deux seuls populaires. Là. Il reste, CHAdeMO existe encore, mais il est pas mal, en déroute. Là. Il n'en reste plus beaucoup. Mais CCS, qui est le standard là, qu'on a sur la majorité des véhicules non Tesla. NACS, qui est le standard Tesla. Et on sait que NACS s'en vient comme standard sur beaucoup de nouveaux véhicules. Ça va commencer. Donc, il y a des bornes qui ont les deux standards. Et là, les gens se demandent, parce qu'on voit beaucoup d'adaptateurs, puis les gens s'achètent des adaptateurs. Il faut savoir si on en a besoin ou si on n'en a pas de besoin. Donc, on va pouvoir parler de ça. Premièrement, peut-être nous parler de c'est quoi ça, CCS puis NACS, nous démystifier un peu comme ces deux acronymes-là. Ça veut dire quoi, premièrement? Oui, ben, le CCS veut dire Combined Charging System, qui était une norme de recharge qu'on avait, là, surtout ici en Amérique du Nord et en Europe, là, un peu différemment. C'est le connecteur qui combine là, autant la portion du pistolet du courant alternatif et du courant continu. Donc, ça fait un plus gros pistolet, là, un peu trapézoïdal, la forme. Ouais. Puis, c'était toutes les marques, là, comme tu as mentionné, là, qui étaient non Tesla. Du côté du NACS, c'est le North American Charging Standard. Ben, c'est la norme qui était comme spécifique plus Amérique du Nord pour développée par Tesla. Puis utilisée sur les chargeurs Tesla, les superchargeurs, les chargeurs à domicile et de destination. Puis, c'est la norme là, qui va s'en venir aussi, une norme nord-américaine. Là. Parce qu'on rappelle qu'il y a quelques temps, là, presque 2 ans maintenant, une vague de fonds est arrivée, c'est-à-dire que historiquement, Tesla est avec le standard NACS, avec ses chargeurs et ses voitures, et toutes les autres voitures étaient avec le standard CCS. Donc, c'était comme deux mondes. Et là, graduellement, les manufacturiers ont commencé à annoncer l'un après l'autre que prochainement, dans les prochaines années, leur nouveau véhicule viendrait non plus avec le port CCS, mais avec le port NACS. Et c'est comme un jeu, c'est comme un domino, là, ça s'est mis à faire un effet de chaîne. Et dans le temps de le dire, l'ensemble des manufacturiers de véhicules électriques en Amérique du Nord ont décidé de basculer de la norme CCS à NACS. Donc, même si on ne le voit pas encore vraiment, là, ça commence, ça va commencer. À partir de 2025, mais particulièrement 2026, les nouveaux modèles de véhicules vont sortir non plus avec le connecteur tel qu'on le connaît, mais bien le connecteur NACS de Tesla. En conjoncture avec ça, puis ça ouvre un peu la porte à la discussion qu'on va avoir, mon cher ami, Tesla a également commencé à annoncer qu'il ouvrirait la possibilité aux véhicules qui ont le port NACS ou un adaptateur compatible
Tesla a annoncé qu'ils commenceraient à ouvrir graduellement l'accès à leurs superchargeurs aux différentes marques de véhicules qui sont des véhicules non Tesla. Et ça se fait là, un par un au compte-gouttes. On sait que Ford a accès, GM a accès. Mais certaines marques n'ont pas encore accès. Tranquillement, pas vite, ça va venir. Donc, graduellement, la majorité des véhicules sur le marché pourront également aller se brancher sur les bornes Tesla. Et on sait que les Tesla ont toujours pu se brancher sur les bornes non Tesla, moyennant également un adaptateur. Mais là, la question qu'on se pose, c'est si vous avez un véhicule Tesla, par exemple, ou un autre véhicule compatible NACS, est-ce que ça prend un adaptateur absolument? Fait que j'aimerais qu'on parle de ça, Sébastien. Bien, ça n'en prend pas absolument parce que ça dépend de quand même quelques facteurs. Ça dépend surtout du réseau de recharge qu'on va utiliser le plus souvent. Si on a une Tesla et que on va se brancher au travail et ce n'est pas une borne Tesla, bien, ça va être pratique d'avoir le petit adaptateur pour le 1772. Mais celui-là, il vient avec l'auto, oui. Ouais. Puis, si on voyage avec une Tesla, au Québec principalement, parce qu'on sait qu'on est gâté en borne de recharge non Tesla, là, surtout. Donc, à ce moment-là, de certaines régions du Québec, les superchargeurs, il n'y en a pas beaucoup. Donc, à ce moment-là, il serait vraiment intéressant d'avoir l'adaptateur CCS. Mais si vous voyagez aux États-Unis avec votre Tesla, ben on n'aura pas de besoin. Non, exact. Donc, quelqu'un qui a une Tesla, qui a suffisamment de superchargeurs Tesla dans les régions où il va, il n'a pas vraiment besoin d'adaptateur, mais s'il va dans des endroits où il y a moins de chargeurs Tesla, par exemple, il y a certaines régions du Québec où je sais que les gens se plaignent qu'il n'y a pas tout à fait assez de chargeurs Tesla, donc ils doivent aller souvent sur des chargeurs du circuit électrique ou de recharge éco, peu importe, là, ça leur prend un adaptateur dans ce cas-là. Exact. Fait que c'est bon de s'informer ou de vérifier notre route. Ça va un peu lorsqu'on planifie nos déplacements. On essaie de le faire d'avance s'il faut se commander un adaptateur, mais si on va aller sur la Côte-Nord, par exemple, bien là, on va dire attends une minute, là, j'ai un long secteur que je n'aurai pas nécessairement les superchargeurs et j'en aurais besoin pour le type de route que je vais faire. Donc, à ce moment-là, l'adapteur, ça serait intéressant de l'avoir. À l'inverse maintenant, donc toutes les autres marques que Tesla qui viendront avec le connecteur Tesla bientôt, mais qui ne l'ont pas encore, est-ce que l'on doit s'acheter un adaptateur? Et là aussi, même facteur aussi qu'il faut considérer, ça va dépendre vraiment de nos déplacements. Ça va dépendre si on reste vraiment au Québec où notre réseau de recharge de circuits électriques et les autres compagnies, donc, on est très, très bien garni et on peut faire tous nos déplacements sans aucun problème, sans avoir besoin de se sauver la peau avec un superchargeur. À ce moment-là, ça ne serait pas une nécessité. Par contre, demain matin, quelqu'un qui dit à tous les 6 mois, je m'en vais en Floride, moi, je crois que c'est vraiment un gros must de l'avoir pour raccourcir le trajet parfois. Oui, parce qu'il y a beaucoup, il faut mentionner, pour ceux qui l'ignorent, il y a énormément de superchargeurs aux États-Unis, mais il y a beaucoup moins de bornes qui ne sont pas des bornes Tesla. Il y en a de plus en plus, il y en aura de plus en plus. On espère, ça va dépendre du président et de sa propension à couper les programmes d'électrification. Mais quoi qu'il en soit, le territoire américain est très bien nanti en superchargeurs Tesla, beaucoup moins en d'autres marques de chargeurs. Donc, si vous allez souvent aux États-Unis, même, je dirais, dans certaines provinces canadiennes également, où c'est moins populaire, les bornes qui ne sont pas des bornes Tesla, bien, ça devient un peu plus important. Mais si vous restez au Québec, ou en tout cas aux les environs, il y a beaucoup d'alternatives, ce qui fait que ce n'est pas une obligation d'avoir nécessairement un adaptateur. Sébastien, mettons qu'on attend là, 1 an puis qu'on s'achète une voiture, puis que notre voiture, elle vient avec le nouveau connecteur NACS, donc on est compatible avec les bornes Tesla, mais les bornes circuit électrique n'ont pas encore vraiment beaucoup de connecteurs NACS. Ils vont faire quoi, ces gens-là? Ils vont devoir absolument s'en acheter un ou on peut s'attendre à ce que les premières années que les véhicules vont sortir avec le nouveau connecteur NACS, ils viendront de facto avec un adaptateur? On peut s'attendre à ce que les manufacturiers en offrent pendant la période de transition parce que ça va durer quand même sur quelques années. Un peu comme aujourd'hui, certains manufacturiers le font payer, mais certains manufacturiers l'offrent aussi, l'adaptateur NACS, là, tant qu'on a encore le port CCS. Donc, on peut s'attendre à ce qu'on ait une certaine période qu'on va nous aider. Oui, puis la transition va se faire sur de nombreuses années. Donc, les manufacturiers ont dit 2025-2026. On voit que sur les modèles 2025, il y en a très peu qui l'ont. C'est probablement plus sur la 2026 que ça s'en vient, mais
Il y a une grosse partie du parc de véhicules actuellement qui n'est pas NACS, donc les bornes doivent continuer à avoir des parts qui ne sont pas NACS. Mais le circuit électrique commence à en installer qui ont directement des connecteurs NACS. Il y en a quelques-unes, là, des bornes qui l'ont, et on sait pertinemment que les nouvelles bornes qui vont installer sur plusieurs sets, de plus en plus auront, en plus du port CCS, le port NACS. Donc les deux standards vont se chevaucher pendant encore de nombreuses années. Donc tous les scénarios là, sont tenus en compte, mais finalement, c'est une question de cas par cas, hein? Donc à savoir si on a besoin de l'acheter ou pas. Là. Certaines personnes, ils vont l'acheter puis ils ne l'utiliseront jamais s'ils ne regardent pas un peu leur utilisation, alors que d'autres en ont presque obligatoirement besoin. Là. Il n'y a pas deux cas pareils. Exact. Puis surtout, si vous décidez de vraiment faire le move ou le saut, je devrais dire, désolé, pour acheter un adaptateur, faites sûr d'acheter un produit, soit celui-là du manufacturier, parce que c'est sûr qu'il est fait et il est certifié par le manufacturier, ou vraiment pour une compagnie, un fabricancière là, qui va avoir bonne réputation. Là. On fait attention lequel qu'on achète. Il faut qu'il y ait les systèmes de protection, il faut que ça soit réputé. Parce qu'on a quand même du gros courant là-dedans. Oui. Puis les affaires cheap là, achetées sur Internet qui viennent de la Chine, qui ne respectent pas les normes. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des déceptions. Hein? Il n'a pas coûté cher l'adaptateur, mais il ne valait pas cher non plus. Problème que ça peut occasionner, ça va de l'adaptateur qui reste coincé dans le pistolet ou dans le véhicule parce que la forme, la taille du plastique est un peu trop ajustée. Là, donc, c'est fait cheap, donc c'est pas assez précis en termes de fabrication mécanique, donc ça reste pris. Ça peut également être limité, donc l'adaptateur va limiter la possibilité d'avoir des courants assez forts, ce qui fait que vous ne tirerez pas le plein potentiel de la borne quand vous allez vous charger. Et ça peut aller même jusqu'au risque de feu ou en tout cas de problèmes électriques là, qui vont survenir parce que l'adaptateur ne sera pas capable de faire face à la tension et le courant qui vont être délivrés par la borne en temps réel. Donc, celui du manufacturier, c'est sûr que c'est l'idéal. Il y a des entreprises tierces, je pense à A2Z, entre autres, qui a de la distribution là, d'adaptateurs de qualité. C'est au Québec. C'est des produits réputés. Plusieurs personnes ont acheté ces produits-là avec grande satisfaction. Essayez d'éviter les affaires no-name cheap achetées sur Internet. Là. Très important. Oui. Sébastien, je pense que ça fait le tour de ce qu'on avait à discuter là-dessus aujourd'hui. Si les gens veulent te poser des petites questions ou encore ont des sujets à te proposer, on fait ça comment? Par courriel à l'adresse sébastien.côté@silenceonroule.com. Sébastien, on se revoit bientôt. Oui, excellent. Profite de ta piscine. Merci beaucoup. Bye. Voici les événements à venir dans les prochaines semaines dans le monde de l'électromobilité. On est en période estivale, les activités sont un peu au ralenti. 2 activités le 10 juin 2025. Le premier, c'est l'Assemblée générale annuelle 2025 de l'Association des véhicules électriques du Québec. Si vous êtes membre de l'association, on vous invite fortement à participer à l'Assemblée générale. Vous devez aller sur le site web de l'AVEQ dans le calendrier en ligne pour vous inscrire et participer à cette assemblée qui aura lieu, je le répète, en ligne, donc aucun déplacement à faire. Vous recevrez les liens de connexion et toutes les informations pour voter. Toujours la même date, c'est-à-dire le 10 juin à 19h, j'aurai la chance de donner une conférence à la Bibliothèque municipale de Mercier à 19h, donc au 16 rue du Parc. Ensuite, un seul autre événement à venir, c'est au mois d'octobre, une conférence à la Bibliothèque Léo Le Cavalier de la Prairie. C'est le 29 octobre à 19h. Ceci conclut l'épisode d'aujourd'hui. Remerciements sincères à nos invités et collaborateurs, c'est-à-dire David Corbeil, Philippe Calvé et Sébastien Côté. À la recherche, Martin Archambault, les chroniqueurs Stéphane Daou, Stéphane Levert, Claude Gauthier, Laurent Gigon, Philippe Corbeil, Sébastien Côté, Cédric Ingrand et Daniel Rochefort. Aux communications, Marie-Hélène Hamelin, thème musical, François Viault, Luc Poirier et Marie-France Falardeau, réalisation et production, les studios Basses. Un merci tout spécial à Arleco, notre commanditaire principal, ainsi qu'aux autres annonceurs qui rendent l'émission possible, Hydro Solutions, Précision PPF Vitre Teintée, Bourgeois Chevrolet, Création L'Escarmot, UAP Napa, Complexe EV, Roulon électrique, ainsi que l'Association des véhicules électriques du Québec. La reproduction est permise, mais nous apprécierions en être avisés. Les questions sur le balado doivent être adressées à martin@silenceonroule.com et pour l'information générale sur les voitures électriques, visitez le www.aveq.ca. Vous avez également accès aux archives de tous nos balados ainsi qu'à notre boîte vocale numérique directement sur notre site web au
silenceonroule.com. Je vous rappelle que le prochain épisode sera la 200e de Silence on roule. Ne manquez pas ça. Puis si vous pouvez, venez nous voir et assister à l'enregistrement le 14 juin prochain. Mon nom est Martin Archambault et d'ici le prochain balado, j'espère que vous attraperez la piqûre et direz vous aussi, Silence, on roule.